Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne, le podcast qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, du terrain et des enjeux. Aujourd'hui, nous accueillons le journaliste correspondant pour football365.fr. Il couvre la page Afrique et présente les performances des Africains de MLS. Également animateur du podcast MLS Africa Plus sur le Cannes Football Club, il participe régulièrement à des émissions sur Média Maghreb. Pertinent et mesuré, mais surtout grand découvreur de talent, j'ai nommé Mathieu Lemay. Alors Mathieu, comment tu te sens sur la ligne ? Bonjour, merci d'abord pour l'invitation à ton podcast. Je sais qu'on a passé de très bons moments ensemble sur le mien lorsque tu es venu parler des binationaux. Alors donc, je suis très heureux et très honoré de pouvoir être sur la ligne en ta compagnie pour cette émission. Parfait. Le programme, il est riche, comme d'habitude. On parlera d'abord de la victoire de l'Europe sur le reste du monde. Puis, à ta demande, on reviendra sur l'attribution de la Coupe du Monde 2026 au triumvirat USA, Mexique, Canada. On se demandera à qui sera attribué le Ballon d'Or. Ton avis distancié m'intéresse particulièrement. Ça sera l'instant impact. On parlera des Français de Montréal qui célèbrent la victoire des Bleus. Comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu. Puis, le coup de cœur, coup de griffe nous donnera l'occasion de dire ce qu'on a aimé ou moins aimé. On commence, t'es prêt Matt ? C'est parti. C'est parti. Le premier tour de la dernière Coupe du Monde a été celui de l'Amérique latine. Aussi bien sur le terrain, on a vu une emballante Mexique, une séduisante Colombie et des Péruviens malchanceux. La Confédération sud-américaine a également démontré sa solidité d'ensemble en plaçant 4 de ses 5 représentants en phase finale, tandis que l'Europe en plaçait 10 sur 14, l'Asie 1 sur 5, l'Amérique du Nord et centrale 1 sur 3 et l'Afrique 0 sur 5. Arrivé au quart de finale, il n'y avait plus que 2 représentants pour l'Amérique latine, contre 8 pour l'Europe. Le vieux continent avait donc en demi-finale 4 représentants, sachant que les représentants d'Amérique latine ont été tous éliminés par des Européens, la France éliminant le Pérou, l'Uruguay et l'Argentine, l'Angleterre éliminant la Colombie et la Belgique, le Brésil. Le vainqueur de la dernière Coupe du Monde est donc européen, pour la 4e fois de suite, et sur ces 4 finales, il n'y a eu qu'un seul pays d'Amérique latine qui était représenté, c'est l'Argentine, en 2014 au Brésil contre l'Allemagne. Est-ce que toi, tu considères que finalement l'Amérique latine elle est en perte de vitesse et que c'est structurel, ou est-ce que tu penses au contraire que c'est un accident et que pour les prochaines Coupes du Monde, l'Amérique latine sera plus triomphante et l'Europe plus en difficulté? Alors, avant toute chose, je tiens à souligner que tu as très bien fait de souligner le fait que les pays sud-américains, pour beaucoup, ont franchi la phase de poule pour se rendre justement dans la phase éliminatoire. 4 sur 5, c'est quand même une excellente moyenne au bâton. Ce qui m'amène d'ailleurs au premier argument que je voulais soulever. Il faut savoir qu'il n'y a que 5 pays d'Amérique du Sud qui se rendent à cette Coupe du Monde, selon la formule telle qu'établie par la FIFA, alors que, comme tu l'as dit, en Europe, il y a 14 pays. Donc, au départ, il faut tenir compte de ce fait. Lorsque l'on parle de la domination d'un continent sur un autre, l'Europe a une marge de manœuvre, disons, beaucoup plus grande et a donc plus de chances au niveau de la loi des probabilités pour qu'un de leurs pays remporte la Coupe du Monde. Ça, c'est une chose. Alors, il faut partir avec ce point de vue-là. Ensuite, deuxièmement, il faut savoir aussi que les meilleurs clubs du monde sont en Europe. Les meilleures ligues sont là. Et même les joueurs d'Amérique du Sud, les meilleurs du monde, vont jouer dans ces ligues européennes. Et c'est encore plus évident depuis l'arrêt Bosman, qui permet maintenant à des joueurs étrangers de jouer dans ces équipes européennes en plus grand nombre. Alors qu'avant, c'était limité à 3 par club. Puis on servait un peu parfois d'une forme de nationalisation des joueurs pour jouer un peu avec cette règle-là à une certaine époque. Mais bon, maintenant, cette page-là est tournée et c'est une réalité qu'il ne faut pas écarter. Ensuite, le dernier point qui pour moi est le plus important, tu parlais d'un aspect structurel. Alors oui, ça a joué, mais il faut y aller un peu au cas par cas.
Je pense entre autres à celui de l'Argentine. Il faut savoir que l'Argentine s'est qualifiée vraiment dans le dernier droit, au tout dernier match, grâce à un triplé de Messi. Et donc, ça n'a pas été facile pour l'Albi Céleste. Et ils sont arrivés en Coupe du Monde déjà en état de crise, si on veut. Le sélectionneur Jorge Sampaoli était contesté. Beaucoup disaient que c'est Messi qui faisait le choix des joueurs afin de trouver ce qu'on appelait dans le jargon des joueurs Messi compatibles. Et il y a une crise aussi au sein de la fédération qui est actuellement, si je ne me trompe pas, sous tutelle. Bref, c'est pas une bonne période pour l'Argentine. Le cas du Brésil, lui, est plus intéressant. En 2014, on se rappellera que face à l'Allemagne, ils ont reçu toute une dégelée, si on peut dire, de 7-1 qui est restée dans les mémoires. On se demandait si le Brésil allait remonter la pente. L'arrivée de Tite comme sélectionneur a visiblement tout de même ramené un peu les choses dans l'ordre puisque le Brésil a survolé la phase de qualification en Amérique du Sud. Qualification qui, soit dit en passant, possède la meilleure formule selon moi puisque c'est les équipes sud-américaines s'affrontent tous 2 fois. Tout le monde donc affronte tout le monde et c'est vraiment les meilleurs qui parviennent à se qualifier. La preuve en est que le Chili n'a pas réussi à passer cette fois-ci. Et c'est peut-être la fin d'un âge d'or pour eux. Pour revenir maintenant au Brésil, j'ai comme l'impression que y a un cas un peu particulier qui est circonstanciel parce que face à la Belgique, et beaucoup d'analystes l'ont dit, j'étais d'accord avec eux, 9 fois sur 10, ce match, le Brésil le gagne, pas juste parce qu'il domine le match, mais bon, Thibaut Courtois fait 2 gros arrêts, et la Belgique se montre très opportuniste en début de match, alors qu'elle est défensivement plus friable. Alors, 9 fois sur 10, le Brésil franchit le quart de finale pour se qualifier en demi et affronter la France. Ça veut pas dire qu'elle sera en finale, mais c'est juste pour situer un peu ce cas-là particulier. Deuxièmement, probablement que ce qui est venu nuire un petit peu au Brésil, et là, je parle pas là, du cauchemar de 2014, oui, ça a joué, mais il faut souligner le cas Neymar. Ça a été, selon moi, une distraction. Ses frasques sur le terrain, ses accrochages et ses chutes. On a vu sur le web, et même au Brésil, ça a été décrié très fortement. Il y avait même un endroit à Rio qui faisait une promotion pour, je pense, des boissons gratuites à chaque fois que Neymar chutait. Alors, ça en dit long. Et c'est ce qui fait, selon moi, que même si la Seleção avait la meilleure formation sur papier, malheureusement, la réalité du terrain a eu raison de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas revenir en force. Je me rappelle, moi, en 1950, le Brésil a connu une crise de la même ampleur que celle de 2014 en perdant en finale chez lui face à l'Uruguay. Et ça leur a pris 8 ans pour s'en remettre avant qu'ils aillent chercher cette Coupe du Monde, avec l'arrivée, entre autres, d'un jeune homme qui s'appelait Pelé. Alors donc, il ne faut pas compter le Brésil comme totalement écarté. C'est quelque chose qui va revenir. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe, oui, j'en reviens là avec les 14 pays. La France a gagné et on sait comment elle a gagné. C'est une équipe qui est montée en gamme après un mauvais début contre l'Australie. Ils ont même pas juste monté en gamme d'un match à l'autre, ils montaient aussi en gamme pendant le déroulement du match. Contre l'Argentine, qui était probablement boostée par sa qualification in extremis dans la phase de groupe après sa victoire contre le Nigeria, elle est arrivée contre la France là avec un peu comme si elle était portée par Dieu, là, pour reprendre un peu une expression consacrée avec Maradona et tout ça, comme s'ils espéraient un autre miracle. Et ça a été la seule équipe qui a mené la France pendant 9 minutes et 12 secondes, mais ça n'a pas duré. C'était suite à évidemment la défense fiable. On a vu là, c'était comme un château de cartes. Et la France, à partir de ce moment-là, on a vu un exemple de ce que cette équipe-là était capable, c'est-à-dire de monter en gamme pendant le match et de profiter aussi de ses chances pour gagner. La France a fait la même chose contre l'Uruguay. L'absence de Cavani, qui était blessé après la victoire de l'Uruguay contre le Portugal. Alors voilà, ce sont des petits détails qu'il faut prendre en compte. Le fait qu'une équipe d'Europe comme la France ait pu remporter la Coupe du Monde. Est-ce que cette tendance-là va durer pour les prochaines Coupes du Monde? Ça va rester à déterminer. Donc, tu comprendras que je n'y vois pas tout à fait le triomphe d'un continent pour cette Coupe du Monde. S'il fallait parler d'un continent, il faudrait aussi parler des déceptions, puisque l'Italie, on l'a dit tantôt, ne s'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde, mais l'Allemagne, pour la première fois depuis 1938, n'a pas franchi la phase de poule, et l'Espagne, qui quand même a gagné la Coupe du Monde en 2010, a gagné 2 euros. On a l'impression que suite au congédiement de son sélectionneur Lopetegui, on a l'impression que l'autogestion en Espagne n'a pas suffi et ils ont été battus par la Russie, le pays hôte. On voit là une question continentale, c'est plus une question de tendance. Il y a des pays qui arrivent qui sont en mode opération commando parce que c'est ça la Coupe du Monde, c'est aussi une opération commando.
C'est un maximum de 7 matchs et c'est au niveau du collectif et dans les petits détails. Pour 2018, il se trouve que c'est la France qui a profité de tout ça et donc on peut lever notre chapeau là, à Didier Deschamps et aussi aux joueurs qui ont su profiter donc de ces occasions-là et qui ont su jouer ensemble, se rallier au message de l'entraîneur et à sa tactique pour en arriver là. Mais ça veut pas dire que c'est nécessairement le triomphe d'un continent une fois que j'ai évoqué tous les arguments que je viens de dire, même si je comprends très très bien ton point. Je suis d'accord avec un certain nombre des points que toi que tu soulèves. Maintenant, j'ai quand même une ou deux réserves. D'abord, tu considères toi que finalement le meilleur système de qualification, c'est le système sud-américain. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que le système sud-américain, il est trop généreux. C'est-à-dire qu'en prenant les 5 meilleures équipes, fatalement, les grandes équipes sud-américaines seront toujours qualifiées. C'est ce qu'on voit. L'Argentine y est toujours, le Brésil y est toujours, l'Uruguay, pour peu qu'ils aient une équipe un peu compétitive, ils y sont. Et donc, c'est vrai que moi, je considère que le système européen, même s'il y a en effet plus de qualifiés, parce qu'il y a beaucoup plus de fédérations, il est plus sélectif. La preuve, l'Italie n'était pas qualifiée. Les Pays-Bas, qui sont quand même un grand pays de football, n'étaient pas qualifiés. Et même des barragistes, donc des gens qui ont été rattrapés de justesse, ont fait une superbe Coupe du Monde, comme par exemple la Suède, ou alors la Croatie. Donc la Croatie finaliste, elle passe par les barrages. Donc finalement, même si je te rejoins sur un certain nombre de points, sur d'autres points, je suis un peu moins d'accord avec toi. Moi, j'ai aussi une autre explication que j'ai lu dans Le Temps sous la plume de Laurent Favre. Moi, je vous recommande vraiment, si vous allez sur Twitter, de vous abonner au compte de Laurent Favre et de vous abonner au compte du Temps au moins pour les articles sur le sport et sur le football en particulier. Lui, il soulève quelque chose d'intéressant. Il dit qu'en fait, la grande différence pour lui entre les équipes d'Amérique latine et les équipes européennes, c'est que pour cette Coupe du Monde, les équipes d'Amérique latine, il y avait une star et l'équipe devait se mettre au service de la star. Donc la star, c'était Messi ou Neymar. Tandis que, au contraire, les équipes européennes avaient aussi une star, mais la star se mettait complètement au service de l'équipe. Harry Kane pour l'Angleterre, Luka Modric pour la Croatie, Eden Hazard en Belgique et Antoine Griezmann pour la France. Et donc c'est vrai que moi je considère que cet argument aussi, même si évidemment il est très circonstanciel sur cette Coupe du Monde, il est intéressant et je considère que je suis assez content qu'il l'ait soulevé et de pouvoir vous le présenter. Maintenant, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on parle un petit peu d'Afrique, parce que on peut pas parler avec Mathieu Lemay sans parler d'Afrique. Donc, pour la première fois depuis l'édition 1982, le football africain ne sera pas représenté au deuxième tour de la Coupe du Monde. Et donc, c'est la seule confédération, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'a pas de sélection, qui ont réussi à passer le premier tour. Moi, je considère que l'Égypte, en étant incapable de battre l'Arabie Saoudite, eh bien, elle se discrédite et elle montre bien les limites ses propres limites. Le Nigeria, même s'il arrive à accrocher l'Argentine, eh bien, finalement, il échoue. Le Sénégal, il est éliminé au nombre de cartons et il n'a pas réussi à prendre sa chance. Le Maroc aussi est finalement pas passé si loin, mais quand on n'arrive pas à gagner contre l'Iran pour son premier match et que dans le groupe, il y a le Portugal et l'Espagne, c'est compliqué. De même, et de façon un peu plus générale, je regrette vraiment que les équipes africaines n'aient pas été capables d'être là pendant le Money Time. Il leur a souvent été fatal, avec pratiquement toujours un coup de pied arrêté évitable, et sur le coup de pied arrêté, un problème d'agressivité à la réception du ballon. Comment est-ce que toi tu analyses la performance des équipes africaines ? Et avant que tu répondes, je vais juste faire une toute petite parenthèse. Moi, je vous recommande vraiment d'écouter le podcast qu'a fait Mathieu sur le MLS Africa Plus avec Patrick Julliard, parce que c'est vrai qu'à la fin de cette Coupe du Monde, quand on connaît le résultat, eh bien,
il est presque plus intéressant puisque finalement on voit grâce à ce podcast ce qui a été réussi et ce qui n'a pas été réussi, et puis on se rend compte aussi que vous avez été visionnaire. À toi Mathieu, dis-moi. Avant toute chose, juste pour revenir à tes derniers points, rapidement, bon, pour l'Amérique du Sud, la raison pourquoi je le préfère, c'est à cause de la compétition où tous les pays s'affrontent et ça force donc chaque nation à jouer au maximum et à pas prendre les qualifications à la légère. Dans le cas de l'Europe, je dis pas que la formule est mauvaise, mais à cause du nombre, la formule favorise un certain écrémage. Mais tu as raison, ça n'a pas empêché l'Italie d'être éliminée. Alors voilà pour ce côté-là. Et pour l'autre, je voulais dire que j'étais d'accord avec la suggestion au niveau de l'article, puisque effectivement, il y a triomphe du collectif sur les individus dans cette dernière édition de la Coupe du Monde. Ça rappelle le vieil adage que c'est un sport d'équipe. Ça rejoint ce que je disais justement par rapport au cas circonstanciel de l'Argentine, du Brésil et du pourquoi la France avait gagné. Maintenant, pour l'Afrique, alors je vais commencer par parler globalement. On avait espoir que des pays africains se qualifient pour le tour éliminatoire. Bon, ça ne s'est pas fait. Certains ont dit que c'était la faute de l'arbitrage, mais bon, on le sait depuis la nuit des temps que les arbitres favorisent les favoris. C'est un pléonasme, je le sais, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de complot là-dedans, c'est une réalité. C'est la même chose pour les clubs. On a beaucoup parlé du fait que le Real Madrid était favorisé, etc., etc. On va pas y revenir. Maintenant, je pense que certaines nations africaines ont manqué d'opportunisme pour toutes sortes de raisons. Mais globalement, ce que ça souligne, c'est qu'il y a un problème, notamment au niveau de ce que j'appellerais la continuité et des fondations solides et des choses qui durent dans le temps. Que ce soit dans la façon dont les fédérations fonctionnent, au niveau de la formation des joueurs dans certains cas, au niveau des ligues professionnelles. Et à un moment donné, eh bien, les pays africains en payent le prix. L'Égypte, c'en est un bon exemple. Malgré qu'on avait Mohamed Salah, il n'était pas à 100%, mais comme l'Égypte n'est plus la puissance qu'elle était, comme à l'époque où elle avait remporté ses 3 CAN consécutives en 2006, 2008, 2010, bien c'était une formation un petit peu plus limitée et elle se retrouvait en plus dans le groupe avec le pays hôte qui est, on le sait, toujours favorisé et qui est rarement été éliminé en phase de groupe. Et il y avait l'Uruguay en plus, qui était très solide défensivement, qui ne concédait rien. Alors, c'était compliqué pour l'Égypte. Et du Maroc, tu l'as dit, on va pas y revenir. La défaite contre l'Iran a plombé leur chance en partant. Moi et Patrick Julliard en avions fait mention au cours d'un podcast avant le début de la Coupe du Monde. Il fallait donc que le Maroc gagne contre l'Iran de façon à être en bonne position, en position de force dans le groupe. Et c'est d'autant plus triste parce que le Portugal et l'Espagne ont fait match nul 3-3. Si le Maroc gagne, il est alors en tête du groupe et le Portugal se retrouve alors sous pression de gagner absolument son second match afin de conserver ses chances de se qualifier pour la ronde éliminatoire. Si le Maroc a donné un bel effort par la suite, mais c'est pas tous les joueurs qui ont performé. Je pense entre autres à Younes Belhanda qui m'a déçu. Il y avait aussi l'absence d'un neuf, d'un attaquant de pointe. Ça a d'ailleurs été un problème également pour la Tunisie. Mais elle était dans un groupe beaucoup plus compliqué. Et c'était d'ailleurs une des raisons pourquoi je ne la voyais pas passer à travers la phase de groupe. Parce que là, tu affrontais 2 pays européens qui comptaient parmi les favoris du groupe, la Belgique et l'Angleterre, qui voulaient en plus racheter leur mauvaise performance à l'Euro 2016. Et ça aurait été étonnant que ces 2 pays-là flanchent à nouveau. Ça a joué en leur défaveur. Dans le cas du Nigeria, ils avaient une chance, mais le Nigeria avait l'effectif le plus jeune de cette Coupe du Monde. Et ça a paru contre l'Argentine. Parce que l'Argentine était à la portée du Nigeria, mais je pense que les Nigérians ont montré un peu trop de respect face à l'Argentine et finalement, c'est ça qui leur a coûté la victoire. Alors, il y aura un peu de regret du côté du Nigeria parce que je trouve que c'est quand même une bonne formation, très bien dirigée. Et j'ai hâte de voir la prochaine CAN pour voir comment ce groupe-là va évoluer. Parce qu'ils ont maintenant la possibilité d'apprendre de leurs erreurs et d'apprendre de cette défaite pour revenir plus fort, non seulement à la CAN, mais peut-être pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Parce qu'en général, le Nigeria prend cette compétition-là au sérieux. C'est le pays qui s'est le plus souvent qualifié pour la ronde éliminatoire de tous les pays africains. Et finalement, concernant le Sénégal, eux aussi, c'était peut-être les mieux positionnés, mais tout comme le Nigeria face à l'Argentine, le second match contre le Japon a fait mal aux Lions de la Teranga. Oui, Aliou Cissé dirigeait bien son équipe, on voit qu'il la connaît bien, mais le Sénégal a pêché un petit peu pendant ce match-là contre le Japon parce que avec une victoire, le Sénégal était qualifié selon moi et abordait le dernier match contre la Colombie de façon plus sereine.
Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé. Le Japon a compétitionné et il faut dire que le Japon y croyait avec leur victoire inattendue contre la Colombie, bénéficiant du carton rouge chez les Cafeteros, qui a permis donc au Japon de tirer parti de l'avantage numérique et donc de changer complètement la dynamique du groupe H, qui était le groupe le plus homogène. Bref, le Sénégal a pêché par son manque de concentration face au Japon, et le verdict nul a fait que ça forçait les Sénégalais à une victoire contre la Colombie. Et ça, c'était peut-être un peu trop leur demander. Alors donc, on va espérer que le Sénégal apprenne de cette erreur-là. Mais c'est pas la première fois qu'ils la font, ces petits manques de concentration pendant un match. Et ils sont pas les seuls. La Tunisie contre l'Angleterre a pêché de la même façon. Et justement, contre l'Iran, le Maroc, ça a été la même chose. Il y a eu des buts dans les derniers instants du match, et tout cela s'explique par des erreurs de concentration sur des phases arrêtées. Et ça, à un moment donné, ça te rattrape. Dans une compétition comme ça où tu joues peu de matchs, il faut que tu joues les 90 minutes, que tu sois attentif à tout, parce que c'est une question de détails. Et malheureusement, les détails, c'est ce qui a fait mal aux nations africaines au bout du compte. Alors, tu vois, on part d'une perspective globale continentale, comme j'ai évoqué au début, à des cas précis, mais qui se rejoignent, qui ont des points communs entre eux. Je suis d'accord avec toi. Moi, une dernière chose, c'est que je voulais aussi regretter qu'il n'y ait pas eu de révélation africaine. C'est vrai que à chaque Coupe du Monde, on a des révélations africaines, on a des joueurs qu'on connaissait pas et qu'on découvre, ou alors des joueurs qu'on connaissait peu et qui explosent et qui montrent leur niveau. C'est vrai qu'on a beaucoup, par exemple, découvert de Camerounais lors des différentes Coupes du Monde. Et là, c'est vrai que cette année, moi, j'ai pas découvert de joueurs africains. Il n'y a pas de joueurs africains qui ont fait, à mon avis, une Coupe du Monde particulièrement réussie. Et donc, voilà, moi, je le regrette un peu. Est-ce que toi, tu as d'autres regrets ou un commentaire à faire là-dessus? Je suis plutôt d'accord. Il reste qu'ils ont essayé collectivement, mais il manquait les ressources. Je les expliquais au début pourquoi. Parce qu'à un moment donné, au niveau de la continuité, c'est parfois compliqué pour les pays africains. Il faut savoir là, que le Maroc, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus en Coupe du Monde. Alors, il y a une expérience peut-être qui les a rattrapés. Il y avait des bons joueurs qui n'étaient pas là. La Tunisie aussi, ça faisait un petit bout de temps. Donc, le Nigeria, oui, ils sont là souvent, mais c'était une jeune équipe. Donc, il y avait le manque d'expérience, comme je le disais. Le Sénégal, ça faisait aussi longtemps. Ça faisait quand même depuis 2002. Puis on s'en rappelle, la France s'en rappelle. Ça a joué, même si on sent qu'Aliou Cissé a voulu mettre quelque chose en place collectivement. C'est juste que ça n'a pas tenu 90 minutes à chaque match. Donc, dans les petits détails, et à un point tel que même Sadio Mané, qui est quand même une superstar en Europe avec Liverpool, n'est pas vraiment ressorti. Il y a peut-être Ahmed Moussa, qui a connu un bon match avec le Nigeria, avec un doublé. On a vu sa vitesse, mais encore là, ça s'inscrit pas dans la constance. C'est vrai. Alors, c'est peut-être ça qui a manqué. Mais il y avait un effort dans certains cas, dans certains matchs, au niveau collectif. Dans le cas de l'Égypte, on le voit, Mohamed Salah était pas à 100%, et comme l'équipe était pas aussi forte qu'à l'époque où l'Égypte dominait la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, comme je le disais tout à l'heure, les Pharaons, malheureusement, c'était beaucoup leur demander là, que de franchir un groupe où tu avais quand même deux favoris pour des raisons différentes. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Très bien, maintenant on va passer alors au Ballon d'Or. Donc les années de Coupe du Monde, le Ballon d'Or est regardé avec un regard un peu plus acéré. Donc je vais juste rappeler rapidement ce qu'est le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est la compétition qui récompense le meilleur joueur évoluant en Europe. C'est redevenu une compétition propriété de France Football, et donc le vote est de nouveau limité au seul panel de journalistes. Chaque jury établit une liste de 5 joueurs. 6 points sont attribués au premier, 4 points au second, 3 points au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier. Et donc, pour faire leur choix, les journalistes doivent respecter 3 critères qui sont les performances du joueur et son palmarès sur l'année, la classe du joueur, son charisme et sa capacité à respecter les règles du fair play. Donc, pour information, au Canada, c'est Neil Davidson du Canadian Press qui est en charge de voter. Et aux États-Unis, c'est Paul Kennedy de Soccer America. Pour moi, il y a un certain nombre de favoris logiques. Il y a évidemment Cristiano Ronaldo et Messi qui ont gagné les 10 derniers Ballons d'Or, 5 chacun. Modric qui a gagné la Ligue des Champions et
a été finaliste de la Coupe du Monde. Mbappé, champion de France et champion du monde. Varane, qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Griezmann, qui a gagné la Coupe Europa et la Coupe du Monde. Donc, est-ce que toi, tu as une préférence? Est-ce que tu as des favoris? Comment est-ce que tu vois cette élection depuis l'Amérique du Nord? C'est vrai que c'est une très bonne question, vu de l'Amérique du Nord, en effet. Oui, parce que vu de la France, évidemment, les Français, je donne pas mon avis rapidement, les Français, ils considèrent que le Ballon d'Or, il doit revenir à un Français parce que la France est championne du monde, parce qu'on a beaucoup de candidats, ce qui est aussi un handicap, qu'on a un candidat qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, qu'on a d'autres candidats, on a un jeune joueur qui a brûlé, sinon les planches, au moins les pelouses. Donc c'est vrai que moi, ton avis m'intéresse aussi par la perspective différente. Alors dis-moi. Mais justement, personnellement, et j'en avais parlé dans mon podcast avec Patrick Julliard d'ailleurs, à quel point j'avais un peu de mal à comprendre l'importance de cette récompense individuelle alors que le foot est un sport collectif. C'était un peu le bémol que j'avais mis. Mais si tu me demandes à qui j'attribuerais le Ballon d'Or pour cette année, ben ça ne fait aucun doute qu'il va aller à un joueur comme Luka Modric du Real Madrid. Non seulement il a aidé le Real à remporter une 3e Ligue des Champions consécutive, mais je pense même que c'est encore plus évident cette saison que par les années passées, même si c'est un joueur qu'on dit qui reste dans l'ombre. Et la performance de la Croatie, elle est quand même tributaire du rôle que Modric avait dans cette équipe-là. C'est un joueur qui est passé de milieu offensif à un joueur plus complet, un peu à la Andrea Pirlo presque. Il est capable de jouer de façon plus reculée, comme un libéro. Il a une vision du jeu extraordinaire. Très souvent dans la construction du jeu, que ce soit par une transition suite à une interception en défense ou par le fait simplement de s'installer dans le camp de l'adversaire, ça passe par Modric. Et au vu des résultats et de ce qu'il apporte au collectif, pour moi, c'est une chose importante. En tout cas, dans mon esprit, lorsque je réfléchis aux joueurs de l'année, c'est pas juste un joueur qui est bon individuellement. Justement, c'est un joueur dont la contribution collective est très importante. Et pour moi, Modric est celui qui a apporté cette plus grande contribution. Et moi, je lui tire mon chapeau. C'est un excellent technicien. Tellement que j'ai plaisanté en disant que peut-être que l'Impact de Montréal devrait recruter des Croates pour avoir des bons techniciens avec l'équipe. C'est quelque chose qu'on manque. Ben, je ferme la parenthèse. En deuxième place, moi, je prendrais N'Golo Kanté, qui est milieu récupérateur. Tant qu'à prendre un Français, je pense que N'Golo Kanté a, selon moi, connu une autre excellente saison, malgré que Chelsea, son club, était en difficulté. C'est un joueur qui est constant. Il a déjà quand même été choisi meilleur joueur en Angleterre, ce qui est pas rien. Et avec la France, on a vu l'importance de sa présence dans l'effectif, en particulier dans la façon que cette équipe-là performait sur le terrain et la méthode que Didier Deschamps voulait imposer à cette équipe-là. Sa façon de couvrir un terrain, moi, ça m'étonne toujours. Sa façon d'anticiper le jeu, sa lecture du jeu est phénoménale. Et en plus, je suis persuadé que ce joueur-là a une marge de progression extraordinaire pour même relancer l'attaque éventuellement. Je suis persuadé que lorsqu'il va prendre confiance à ce niveau-là, Kanté va devenir un joueur encore plus redoutable. J'ai hâte de voir d'ailleurs où il pourrait aboutir. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie au PSG, d'autres dans d'autres clubs anglais. Mais c'est un joueur, moi, depuis la conquête avec Leicester, où il avait joué un rôle... on l'avait découvert d'ailleurs à cette époque-là, où il avait explosé. Pour moi, c'est un joueur que j'admire énormément. Et lui aussi, il contribue au collectif par son jeu. C'est pas un joueur individualiste sur le terrain. On le voit à quel point il bonifie le collectif par ses aptitudes. Et ça, pour moi, ça mérite aussi une grande considération pour le titre de Ballon d'Or. Finalement, comme troisième, j'ai beaucoup hésité, je vais t'avouer. J'hésitais entre Mohamed Salah, qui a connu une saison exceptionnelle au FC Liverpool, même si avec l'Égypte, mais il était blessé. Mais au niveau offensif, et aussi avec la tactique qu'a imposée l'entraîneur Klopp, Salah a explosé cette année, lui aussi. Il a connu une saison phénoménale. Au niveau des buts, ses statistiques se comparent avantageusement à Messi et Ronaldo. Bref, c'est un joueur qu'il faudrait considérer. Puis je le mettais en égalité avec Sergio Ramos, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis un défenseur. Mais on voit à quel point Ramos, avec le Real Madrid et même avec l'Espagne, même si l'Espagne a été éliminée, c'est un joueur, c'est un leader en défense, c'est un joueur très, très important, même si on n'aime pas toujours parfois le côté un peu sale de son jeu. Je parle pour les fans de Mohamed Salah, là. Mais bon, il joue sur la ligne, mais ça reste que c'est un joueur d'équipe que beaucoup aimeraient avoir, et c'est aussi un chef de file en défense. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas négliger non plus, et je le dis rapidement, là, Antoine Griezmann. Ce que j'ai aimé de lui cette année, c'est que il a délaissé un peu les feux de la rampe
au niveau des statistiques individuelles et probablement dans la continuité de ce que Simeone lui enseigne avec l'Atlético Madrid, il a un rôle au niveau collectif qui est tellement important. Probablement, c'est ce qui lui a permis non seulement d'aller chercher une Ligue Europa avec l'Atlético, mais aussi d'avoir contribué à sa manière à aider la France à aller chercher cette Coupe du Monde. En dépit de toutes les distractions qui se sont passées hors terrain dans son cas, je pense notamment à toutes ces rumeurs de transfert au FC Barcelone, voire même quelques mois avant à Manchester United et ses déclarations dans les médias, plus la vidéo qu'il a faite une fois qu'il avait signé son nouveau contrat avec l'Atlético Madrid, sa performance lors de la Coupe du Monde, où est-ce que les gens critiquaient le fait qu'il comptait peu de buts, mais son rôle dans l'organigramme du jeu français, ses replis, sa façon de jouer, au contraire, il a pas nuit à son équipe, puis je trouve qu'il a contribué au collectif à sa manière, et cette humilité-là, je trouve qu'elle mérite d'être soulignée. Alors voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour concernant les favoris du Ballon d'Or. Bon, j'ai mis de côté Ronaldo et Messi, mais ils ont tellement dominé au cours de la dernière saison. Et comme cette année, ils ont joué pas nécessairement un grand rôle, ni avec leur club. Bon, oui, on pense au retourné de Ronaldo en quart de finale, mais après, il a disparu. C'est même Gareth Bale qui a marqué 2 buts en finale. Et Messi, bon, il a eu d'excellentes statistiques, encore une fois, mais il n'a pas contribué comme autrefois à faire gagner Barcelone. Alors, je pense qu'on est dû là pour que ces 2 joueurs-là, passent la main à d'autres joueurs pour ce trophée-là. Et je dis ça en sachant que Cristiano Ronaldo est obsédé par le Ballon d'Or. Tout à fait. Cristiano Ronaldo est obsédé par le Ballon d'Or. Je me demande même si, quelque part, il a pas décidé d'aller en Italie pour pouvoir finalement montrer pour les électeurs du Ballon d'Or, mais aussi finalement pour le monde, que lui, il est capable de réussir non seulement dans plusieurs clubs, mais aussi dans plusieurs ligues, contrairement à Messi qui a très bien réussi évidemment en Espagne au Barça, mais qui a eu plus de difficultés avec l'Argentine et qui finalement n'est pas encore parti du Barça. Très bien, eh bien c'était très intéressant. Je te rejoins sur un certain nombre de points. Pour moi, le palmarès est très important, donc c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Modric, justement, parce que il a gagné la Ligue des Champions et qu'il a aussi amené la Croatie jusqu'à la finale, alors que finalement, l'effectif de la Croatie était loin d'être l'un des meilleurs de cette Coupe du Monde sur le papier, individuellement. Donc, ce que je te propose, bien, c'est qu'on passe au prochain sujet. Donc, c'est un sujet que tu m'as proposé et qui est l'attribution de la Coupe du Monde 2026 au triumvirat USA, Mexique, Canada. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai parlé avec Tom dans deux plutôt de mes anciens podcasts. On avait donné finalement une opinion vue d'Europe de cette attribution. Et toi, tu as un certain nombre de bémols et finalement un autre éclairage à donner, c'est ça? C'est pas tant des bémols ou un éclairage que plutôt un complément d'information, pour citer le collègue Nabil Djelit, qui prononce souvent ces mots-là à l'équipe du soir. En fait, ce que je voulais souligner, c'est que, bon, je voulais d'abord revenir sur l'argument du décalage horaire. Alors, moi, je pense pas que ce soit un argument majeur par rapport au fait de critiquer cette candidature, parce que dans l'histoire, la Coupe du Monde a été déjà présentée 2 fois au Mexique et une fois aux États-Unis en 1994, sans parler des pays en Amérique du Sud. Et personne n'a parlé du décalage horaire, personne ne s'est plaint. Alors je vois pas pourquoi ça serait un facteur. Maintenant, je comprends qu'il va falloir fixer le calendrier pour que effectivement au niveau de la diffusion, tout le monde y trouve son compte. On l'a vu d'ailleurs avec la Coupe du Monde en Russie, je pense que ça s'était bien arrangé. Mais en 1994, et je suis persuadé que tu as fait tes devoirs, le calendrier avait été ajusté justement pour que l'Europe et aussi d'autres pays du monde puissent suivre. Même à un point tel qu'il y avait certains matchs, je me rappelle pas entre quel pays, mais je me souviens d'un match à Dallas, présenté à midi sous une chaleur suffocante, des conditions terribles, mais ça avait été présenté à midi pour respecter justement le décalage horaire pour que ce match-là puisse être diffusé en Europe. C'est un exemple que je donne. Alors, donc, si on y a pensé en 1994, je ne vois pas pourquoi on n'y penserait pas en 2026. Ce serait aberrant qu'on n'ait pas pensé à ça. Alors voilà pour le décalage horaire. Maintenant, pour le complément d'information dont je parlais,
Je sais que beaucoup ont souligné en Europe que Donald Trump, le président américain, s'en était mêlé en faisant des menaces, ce qui pouvait justifier la candidature du Maroc. C'est pas, comme tu dis, le triumvirat, pour prendre le jeu de mots. Mais il faut savoir que le président de la Fédération américaine, nouvellement élu, avait critiqué les déclarations de Trump et avait dit de ne pas s'en mêler parce que justement, ces déclarations venaient nuire à la candidature. Et ce qui a beaucoup été souligné de ce côté-ci du continent, c'est que justement, et je pense, moi, que cette candidature-là elle a quand même été préparée bien avant les élections américaines, ou peu importe les politiciens au pouvoir, c'était justement qu'il y avait déjà une volonté diplomatique à ce niveau-là de présenter une candidature conjointe, et je pense qu'à ce titre, la candidature, elle était solide, et que ça n'a rien à voir avec la situation entre Trump qui veut bâtir un mur au Mexique, qui critique le libre-échange, même avec le Canada ici chez nous. Alors, en quelque part, c'est peut-être le reflet non seulement d'une diplomatie réussie au plan sportif, mais qu'il faut distinguer le sport de la politique. Je parlais de l'Afrique tantôt. On sait que parfois, quand la politique s'en mêle, c'est pas bon pour le foot en Afrique. Et je suis pas certain que dans d'autres pays du monde, que ça fonctionne. Alors ça, pour moi, c'est une chose importante à souligner. Puis le dernier point que je voulais aussi soulever, c'est que on sait qu'on passe de 32 à 48 équipes. On peut contester et critiquer la FIFA pour ça, parce que c'est une volonté, évidemment, de faire plus d'argent. Ça, de passer de 32 à 48, je trouve ça aberrant. Ça, c'est mon avis. Maintenant, la FIFA a décidé des règles du jeu. Ça veut dire qu'au niveau des infrastructures et de la logistique, à l'exception peut-être de la Chine, je vois pas beaucoup de pays qui pourraient présenter une candidature seule dans ces circonstances. Et en ce sens-là, l'avenir est peut-être, ou passe probablement par des candidatures conjointes, et c'est pour ça que celle à 3 entre le Mexique, les États-Unis et le Canada présentait cet avantage-là, et on peut rajouter le fait qu'il y a déjà des stades. Étant donné l'existence de la MLS, il y a déjà des infrastructures en place. Au niveau des hôtels, ça pose pas de problème non plus. Il va peut-être falloir travailler sur le transport, mais ça peut s'arranger. C'est au moins un détail. Alors qu'au Maroc, il fallait un peu tout construire. On les a vus essayer d'avoir la CAN à la place du Cameroun. Depuis 2015, le Maroc essaie d'avoir beaucoup d'événements sportifs. Ils sont très motivés par ça. Mais je pense que la Coupe du Monde, pour 2026, ça, c'était peut-être trop tôt, trop gros. Et surtout avec 48 équipes. Moi, j'encouragerais plutôt, et j'en ai entendu parler, une candidature conjointe, et notamment avec l'Algérie, par exemple. Ça serait parfait, parce que je suis pas contre la candidature en soi. En fait, j'aimerais aussi qu'elle soit présentée plus souvent en Afrique, bien honnêtement. Et je pense que l'avenir passe par ça, étant donné les règles du jeu que la FIFA impose, tout simplement. Mais alors, je trouvais, moi, à l'époque, que 2026, le Maroc visait peut-être un petit peu trop haut, trop vite. Il faudrait être un peu patient. Et je comprends que l'Uruguay veut présenter pour le 100e anniversaire de la Coupe du Monde, je pense, puisque c'est eux qui ont été les premiers autres. L'Uruguay aimerait présenter une candidature conjointe pour 2030. Et l'Argentine. Et l'Argentine, pardon. Merci de me corriger. Mais bref, je sais que ça, mais je pense que si le Maroc présente une autre candidature solide avec l'Algérie notamment, ça pourrait ouvrir la porte non seulement un beau partenariat au plan diplomatique, sportif. Là, pour moi, ça va être très avantageux. Et je pense que l'Afrique va y gagner aussi à avoir des partenariats comme ça. S'ils sont capables de le faire pour la CAN, on l'a vu dans certains cas, je vois aucune raison pour que ça se fasse pas dans l'avenir pour ce qui est de la Coupe du Monde, tout simplement. Maintenant, je sais qu'on disait que la candidature marocaine était peut-être plus à visage humain, mais ça, le visage humain, on peut y donner le sens aussi un peu qu'on veut. Parce que, justement, la FIFA ne semble s'intéresser qu'au profit qu'amène cette compétition. Il y a tellement d'intérêts économiques en jeu, avec l'implication des commanditaires et tout, que honnêtement, le visage humain, je suis pas certain qu'on l'aurait retrouvé plus au Maroc avec toutes les infrastructures. Il en serait resté quoi? On n'est pas certain. Quel aurait été le coût social et économique de cette Coupe du Monde, de cette candidature du Maroc pour la Coupe du Monde? On n'en est pas certain. Quand on voit ce qui s'est passé au Brésil en 2014, du moins ce qui en reste de la compétition au plan économique et social, on est en droit de se poser des questions. Mais j'aurais souhaité beaucoup plus que cette candidature-là vienne un petit peu plus tard. Et je demeure persuadé qu'elle va finir par l'obtenir après 5 échecs dans un avenir rapproché. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Si c'est pas le Maroc, il va y avoir d'autres pays africains qui vont le présenter. Et je les encourage fortement, tout en pensant qu'effectivement, les règles de la FIFA sont, selon moi, très, très critiquables. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur un certain nombre de points. Pour le décalage horaire, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en 94, les horaires, ils étaient raisonnables pour les Européens, puisque les matchs, ils étaient entre 18h et 22h. Maintenant, de toute façon, l'horaire idéal, il n'existe pas, puisque
si l'horaire il est favorable, plus ou moins favorable pour les Européens, ça veut dire que les matchs ils se déroulent pendant que l'Amérique du Nord, enfin, pendant que les Américains du Nord sont au bureau. Donc évidemment, il n'y a pas vraiment de moment, quoi. Sur la partie diplomatique et politique, moi j'ai juste une petite réserve. Évidemment, le président de la Fédération américaine a critiqué les déclarations de Donald Trump. Il a eu raison d'ailleurs, parce que si ça avait été un président africain, la fédération elle était mise sous tutelle directement et les équipes nationales étaient interdites de compétition internationale pendant un certain nombre de temps. Mais bon, évidemment, les États-Unis, c'est pas pareil. Mais je pense qu'à partir du moment où Trump il menace, même si on le critique, la menace elle reste quelque part. Et c'est vrai qu'on a vu par exemple l'Arabie Saoudite, qui était un des alliés du Maroc, changer carrément d'allié et faire un lobbying assez conséquent pour les États-Unis. Après, pour le reste, je suis pas forcément d'accord, mais finalement, je respecte tout à fait ton point de vue et ces deux points de vue qui se discutent. Maintenant, c'est comme tu le dis, le Maroc sera USA, Mexique, Canada. En 2030, ça sera sans doute Uruguay, Argentine, Paraguay. Donc 2034, ça fait quand même, c'est dans longtemps. Et d'ici là, l'Afrique attendra encore. Mais bon, ayons espoir. C'est vrai qu'avec la présentation de la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, il y a toujours aussi le principe de rotation au niveau des continents. Et je pense que l'Afrique, ça va revenir. Peut-être que 2026, ça faisait quand même à peine 16 ans. C'était un petit peu tôt, même si effectivement l'Afrique n'en avait pas eu avant l'Afrique du Sud. Juste ça, c'est un premier point. Ensuite, tu as parlé de l'Arabie Saoudite. Je suis pas certain, moi, de l'appui inconditionnel de l'Arabie Saoudite sur le Maroc quand on sait le lien pétrolier avec les États-Unis, peu importe qui est le président. Alors ça, je prends ça avec un petit grain de sel. En même temps, on a soulevé beaucoup le fait que les pays africains, on dit comme ça, entre guillemets, cédaient au chantage de Donald Trump. Et certains ont voté contre. Mais moi, ça renvoie au problème que j'évoquais au début tantôt. Et c'est pour ça que j'encourage les candidatures conjointes, parce que ça va favoriser des rapprochements au niveau des dialogues, des discussions. Et ça va aider, j'espère, si les pays africains peuvent en prendre conscience, à mettre une plus grande solidarité, mais aussi le fait de présenter une compétition internationale d'envergure comme la Coupe du Monde, que ça ait des retombées positives sur le continent africain, ou à tout le moins pour les pays qui vont présenter conjointement l'événement. Parce que, faut bien le dire, c'est que les pays qui la reçoivent, il n'y a pas toujours les retombées économiques ou les retombées sportives attendues. On peut prendre l'exemple du Brésil, qui est considéré pourtant comme un pays de foot. Après la présentation de la Coupe en 2014, la plupart des stades qui ont été construits pour présenter l'événement, maintenant sont désertés et sont devenus des éléphants blancs. Alors, en Afrique, qu'est-ce que ça va être s'il y a un ou des pays qui présentent l'événement? Il faut se poser la question. Et surtout, se la poser si on prend en compte le fait que beaucoup de fédérations africaines sont souvent accusées de corruption, de garder l'argent, notamment en ce qui a trait à la prime versée aux joueurs. Bref, l'Afrique n'a pas nécessairement une image aussi, comment je pourrais dire ça, une image là, aussi vertueuse, celle de l'Amérique aussi sombre, comme on pourrait le penser. J'essaie juste de montrer un peu un juste milieu. Bon, évidemment, je presse pour ma paroisse. J'habite à Montréal et ici au Canada, ça va avoir un impact, je vais le dire, positif ici. Les matchs qui vont être présentés au Canada, même le peu qu'il va y avoir. Parce qu'il faut savoir que le Canada a quand même fait ses devoirs sur ce plan-là. On a présenté notamment la Coupe du monde des U20 et aussi la Coupe du monde féminine. Donc, on a quand même fait un travail pour défricher avant cette candidature-là. Tu vois, on y est allé étape par étape. Alors que le Maroc est peut-être allé un peu vite en affaires. C'est tout ce que je voulais dire. Mais je parlais pas contre ou pour une candidature. Pour moi, les deux candidatures se valaient en fait et j'aurais été tout aussi content si le Maroc l'avait obtenu, tu vois. C'est juste ça que je voulais soulever. Mais je pense pas que c'est parce que Trump est au pouvoir aux États-Unis qu'il faut décrier la candidature. Et si la règle américaine au niveau des élections se tient, Trump ne sera plus là au pouvoir quand la Coupe du monde va avoir lieu en 2026. Ça va être quelqu'un d'autre qui va faire peut-être un peu comme Infantino, là, qui va peut-être en bénéficier pour se donner le beau rôle dans tout ça. Mais ça, c'est encore là, la politique avec le sport, je l'ai dit tantôt, ça fait pas toujours un bon ménage. C'est vrai, la politique et le sport fait pas toujours bon ménage. Eh bien maintenant, on va pas parler de politique, on va parler de sport, mais de façon secondaire, puisqu'on arrive à l'instant impact, boum, et qu'on va parler des Français de Montréal qui ont célébré la victoire dans les rues
au Barouf et ailleurs. Voilà, moi, une des images que j'aurais de cette Coupe du Monde, c'est le sourire radieux de Sid. Je savais pas qu'on pouvait sourire, de façon aussi, d'avoir un sourire aussi large. Vraiment, ça a été un vrai plaisir. C'était aussi de voir Nicolas Martineau. Si je peux commenter rapidement, Sid, il y a un sourire permanent collé sur la figure. On finit par s'y habituer et ça le rend d'autant plus sympathique. Ah oui, c'est un sympathique qu'il l'est. Exactement. Donc vas-y, raconte-moi un petit peu, voilà, comment les Français de Montréal, les Français nés en France, les expatriés, et puis aussi les fils de Français et filles de Français ont vécu cette victoire finale. Bien, comme tu le sais sans doute, Montréal étant une ville très multiethnique, multiculturelle, alors effectivement, elle a vibré au son et aux images de la Coupe du Monde. Et la France, évidemment, n'y a pas échappé, surtout en gagnant. Il y avait 150 000, 200 000 personnes dans les rues du quartier du Plateau Mont-Royal pour célébrer la victoire de la France. Et comme avec le décalage horaire, on en revient encore, la victoire était aux alentours d'une heure de l'après-midi. Alors, disons que la fête a duré. Et la bière a coulé. On peut dire ça. Il y avait probablement des personnes imbibées très tôt, quoi. On peut le dire. Mais tu as mentionné le Barouf. Il faudra qu'on t'amène là un jour lorsque tu viendras nous visiter. C'était effectivement le repas principal des Français, mais il y en avait partout ailleurs. Moi, j'étais, par exemple, plus au sud pour cette finale et il y avait d'autres Français assis sur une terrasse qui ont célébré. Moi-même, j'ai eu l'occasion de soulever une fausse Coupe du Monde, mais qui avait de l'air plus vrai que la vraie. Alors, je veux dire, ça allait jusque-là. Dans les rues piétonnières, ça festoyait. Alors, on a même vu Hassoun Camara, ancien de l'Impact, et franco-sénégalais, qui était avec Nicolas Martineau. Nicolas Martineau avait croisé sur le plateau. Bref, qui a pris une photo où Hassoun était en train de célébrer cette victoire de la France. Alors oui, Montréal, et pas juste à Montréal, il y a des Français à New York, à Toronto ou ailleurs en Amérique du Nord. On a vu les images aux nouvelles ici qui ont célébré cette victoire puis qui ont festoyé. Mais encore hier soir, j'étais à un festival du film noir et puis il y avait un ami français qui était là et qui vient de ton coin de pays d'ailleurs, l'Alsace, et qui me parlait comme ça, allez les Bleus, vive la France, qui était encore mentalement un peu dans un esprit de fête, quoi, même si on n'était pas là pour parler de sport. Alors ça te donne une idée là de cet esprit festif et de ce climat de célébration qui a eu lieu ici à Montréal et ailleurs ici en Amérique du Nord. On s'imagine pas là, à quel point là, que ça vibrait, mais ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, même si le nombre peut varier là, au niveau des fans. Historiquement, par le passé, je peux te dire, par exemple, les Italiens sont très nombreux. Quand l'Italie gagne, on le sait à Montréal. Quand l'Espagne avait gagné en 2010, on l'a su. L'Allemagne, on l'a su. Même les Grecs, avec l'euro, on l'a su. Alors, et le Portugal, même chose il y a 2 ans de ça pour l'euro. Alors, à un moment donné, les gens ils ont ça à cœur, même s'ils habitent en dehors de leur pays. Mais c'est beau à voir. C'est vrai, c'est beau à voir. C'est beau à voir. Est-ce que tu crois qu'il y a un événement sportif qui pourrait amener l'ensemble de Montréal à descendre dans la rue comme ça, ou est-ce que en Amérique du Nord, les gens qui sont plus loin de leurs racines européennes, si j'ose dire, ont moins le réflexe finalement d'envahir les rues pour faire la fête tous ensemble? Ah, mais tu sais, bon, je sais que le soccer, ou comme on dit ici, ou le football évolue grandement. C'est le sport le plus pratiqué par les jeunes. Alors, j'espère qu'éventuellement, il va avoir un titre, que ce soit pour l'Impact de Montréal. On se rappelle qu'en 2015, la finale de la Ligue des champions CONCACAF, l'Impact était à 45 minutes d'un exploit hors du commun. Et je pense que la fête aurait eu lieu à Montréal si ça s'était produit. Bien franchement. Comme on a déjà eu des fêtes à l'époque où, pour ce qui est du hockey sur glace, bien le club local du Canadien de Montréal, qui est le club qui a remporté le plus de titres, a aussi attiré sa part de monde dans les rues. On a même déjà eu dans les années 50 une manifestation pour un joueur de hockey célèbre qui s'appelait Maurice Richard. Donc, ça te donne une idée qu'au niveau sportif, les comportements sont pas aussi différents ici qu'ailleurs. C'est les gens qui sont partisans, eh bien, ils célèbrent leurs équipes sportives, leurs sélections. Mais ce qui va rassembler une ville, ce sont évidemment les clubs locaux. Et on va souhaiter qu'un jour, l'Impact de Montréal accède à des grands honneurs, que ce soit en MLS ou en Ligue des champions.
Évidemment, à Montréal, on a une petite satisfaction que Toronto n'ait pas gagné en finale, parce que maintenant, ça veut dire que un premier club canadien, voire même un premier club MLS qui gagne la Ligue des Champions, c'est pas encore décidé. Là, je parle pour la nouvelle formule, puisque, le Galaxy et DC United, dans l'ancienne formule, ont déjà gagné la Ligue des Champions. Mais là, je parle dans l'ère moderne. Montréal, probablement après ce qui est arrivé en 2015, il y a une partie des gens en ville, je l'ai constaté sur les médias sociaux, qui souhaitent le retour là, de l'Impact dans cette compétition ou souhaitent qu'on aille chercher un titre, comme Toronto est allé chercher le titre MLS l'an dernier. Bref, pour répondre à ta question, c'est certain que Montréal, si moindrement il y a un club sportif qui gagne, ça va célébrer dans les rues, il va y avoir un défilé, il va y avoir tout ça. Ça, j'en suis persuadé. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, les communautés qui aiment le foot ou qui aiment l'Impact et celles qui vont apprendre à l'aimer, elles vont se rassembler à ce moment-là. C'est ça qui va être magnifique. Parfait. Parlons maintenant du prochain sujet. Le prochain sujet, c'est la tragicomédie qui a ébranlé Montréal et l'Impact. Jimmy Briand. Moi, mon avis sur cette tragicomédie, il est simple et rapide. Moi, je considère que tous les torts sont sur l'agent, enfin, si on peut appeler ça un agent, de Jimmy Briand. Cette personne, cette personne de l'entourage de Jimmy Briand ne connaissait pas la MLS. Il a eu peur et toutes les spécificités de la ligue plutôt. Il a eu peur que Jimmy, toutes les promesses qu'on lui avait faites, elles soient pas tenues. Et donc il a préféré aller au clash, croyant que Joey Saputo et l'Impact allaient accepter ses desiderata. Surtout qu'il était bien conscient que finalement, comme l'annonce de Jimmy Briand avait été faite, elle avait été faite par lui, elle a été confirmée par Guingamp. D'ailleurs, c'est un petit coup de pied qu'a fait Guingamp à Jimmy Briand, mais surtout à l'Impact. Ça, c'était quand même c'était pas très très élégant, ils auraient pu éviter. Donc je pense qu'il s'est dit de toute façon l'Impact, ils doivent signer, ils signeront et c'est fini. Et c'est vrai que je trouve ça un peu regrettable qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent que c'est la faute de l'Impact. Moi je considère vraiment que c'est la faute de ce pseudo-agent. Toi, tu as 2 candidats pour remplacer Jimmy Briand. Mais il me semble que sur ces 2 candidats, il n'y en a plus aucun qui soit disponible et que cette journée ait été fatale aux 2 profils. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Effectivement, il y avait pas juste Adi comme candidat, j'avais aussi Dominique Badji comme candidat, mais lui aussi n'est plus candidat puisqu'il est parti avec le FC Dallas il y a quelques jours de ça. Maintenant, Fernando Adi, moi je trouvais que c'était un candidat à considérer. Il avait le profil d'attaquant qui correspondait parfaitement à ce que l'Impact recherchait, mais maintenant Adi s'en va avec le FC Cincinnati qui joue en 2e division mais qui va rentrer en MLS l'année prochaine. Alors, ça a été confirmé là, il y a tout ça là, quelques heures. Adi donc qui s'en va avec Cincinnati en échange d'argent d'allocation. Le FC Cincinnati, a fait un coup double puisqu'ils sont allés chercher un autre binational africain d'origine nigériane. C'est le milieu de terrain défensif des San Jose Earthquake, Fauteuil Alaché. Alors lui, au départ, il va partir en prêt, mais il va devenir après ça membre officiel du FC Cincinnati à partir de l'année prochaine puisque l'équipe a acheté ses droits pour 135 000 $. Alors, c'est un peu ça, les détails. Pour en revenir donc à l'argent, là, j'ai un peu les détails ici. Il y a 450 000 $ en allocation générale, 400 000 en argent d'allocation ciblée, plus un autre potentiel de 100 000 en bonus en argent d'allocation ciblée, dépendamment des performances de Fernando Adi sur le terrain. Alors voilà, c'est en gros, là, donc entre 850 000 et 950 000 d'argent d'allocation, là, comme je disais. Adi quitte Portland et s'en va au FC Cincinnati. Alash et Adi avaient tous les deux en commun d'être des joueurs qui étaient titulaires lors des dernières saisons, mais avec les changements d'entraîneurs qui ont eu lieu au sein des 2 équipes, ils ne sont pas tombés dans les bonnes grâces de leur nouvel entraîneur. Ils se sont retrouvés sur le banc. Ils n'étaient plus indispensables et les 2 ont demandé à quitter la formation pour pouvoir aller jouer ailleurs. Et à mes yeux, je pense que le FC Cincinnati a réussi 2 très bons coups en allant chercher ces 2 joueurs-là qui ont de la qualité. Et quand tu vas arriver en MLS l'an dernier, ça fera
2 joueurs quand même qui ont l'étiquette MLS, qui sont établis dans cette ligue, qui vont pouvoir aider cette équipe-là à partir de 2019. Et on voit que cette concession-là, là, ce succès-là, là, c'est pas un succès qui est tombé du ciel. Et en allant chercher ces joueurs-là, et en dépensant pour aller les chercher, ben c'est un signe qu'ils prennent leur entrée en MLS très au sérieux. Maintenant, moi, ce que ça me dit, c'est que on a souvent reproché à l'Impact de négliger les joueurs évoluant dans la MLS pour améliorer son propre effectif et de trop se concentrer sur l'international. Eh bien, on en a peut-être la preuve ici, même en tenant compte du fait qu'aux dernières nouvelles, on a appris que la direction de l'Impact de Montréal était intéressée au service de Fernando Adi. Quand on a des bons joueurs sous la main, puis je repense aussi à Badji, là, le Sénégalais, qui était disponible avec les Colorado Rapids, une équipe qui dans les bas-fonds du classement, et qui était prête à échanger son attaquant. Un jeune attaquant de 24 ans qui progresse, dont les statistiques s'améliorent d'année en année. Il y avait lui-même plus de buts que les 2 marqueurs à l'heure actuelle, Mankosu et Jackson Hamel, Badji. Alors, ça en dit long. Moi, ce que ça me dit, c'est que malheureusement, l'Impact non seulement néglige, pour ne pas dire sous-estime les effectifs et les joueurs qui jouent dans la MLS, mais en plus, je pense que le fait peut-être qu'il leur manque une cellule de recrutement avec des dépisteurs qui observent les équipes en MLS et aussi au niveau international, ben ça limite les options lorsque tu vas avoir des plans B puis des plans C quand ton plan A, comme Brillant, capote. C'est ça que ça me dit en quelque part. Je dirais que pour ce qui est de Brillant, ben c'est un gâchis pour les 2 parties en fait. Les 2 ont leur responsabilité dans cette histoire-là que la signature n'ait pas eu lieu. Mais je trouve ça bien dommage. Pour conclure sur l'Impact, il va falloir qu'on s'arme de patience parce que l'Impact peut pas se permettre de signer dans la précipitation et à la pièce un joueur qui va devenir un autre Mankosu à la pointe. Et peut-être qu'il va falloir attendre en 2019 pour avoir cet attaquant de pointe qu'on cherche et qui n'est pas le seul besoin à combler au sein de l'effectif de l'Impact. Moi, je demeure persuadé que Rémi Garde a identifié les lacunes de son effectif et qu'il a aussi ciblé les positions qui avaient besoin d'une nette amélioration, de façon à ce qu'il puisse continuer son travail de construction et de bâtir son projet avec l'Impact de Montréal. Mais voilà, on paye pour les erreurs du passé, et c'est ce qu'il y en est, il faut s'armer de patience, prendre le temps que les fondations soient bien arrimées. Il faut voir au-delà juste du simple résultat d'ailleurs. Pour résumer le tout clairement, il y a peut-être au sein de l'Impact un manque de vision, d'un plan sportif, d'une direction claire, et c'est ce qui fait que c'est actuellement le FC Cincinnati qui va bénéficier de la part de ces 2 joueurs africains ou d'origine africaine au sein de leur formation à plus long terme. Très bien, c'est intéressant en effet. Ces 2 profils qui paraissent être intéressants. C'est vrai que moi j'avais un profil aujourd'hui qui finalement est apparu via Twitter, via les médias sociaux. C'est le profil de Cheikh Diabaté. Et moi je serais vraiment enthousiaste si Cheikh Diabaté pouvait venir à Montréal. Alors évidemment, c'est pas un nom qui est très connu à l'international. Évidemment, si vous allez voir sur YouTube, vous verrez un garçon qui a l'air maladroit, un garçon qui a des jambes un peu trop longues et qui a un peu de mal pas à courir, mais qui a du mal à les faire avancer élégamment. Mais c'est quelqu'un qui est terriblement élégant. C'est quelqu'un terriblement élégant, non, mais terriblement efficace. Il a réussi à sauver Metz l'année dernière. Pratiquement à lui tout seul, il est arrivé dans une équipe qui allait mal, il a marqué les buts qu'il fallait pour sauver Metz. À Benevento, en Italie, il a marqué, et qui marque en Italie, marque partout, et donc c'est vrai que moi, c'est le genre de profil aussi que moi, je considère comme étant le bon. C'est vrai que Jimmy Briand, j'étais assez sceptique sur le profil aussi. Moi, je considère qu'il faut quelqu'un qui puisse marquer des buts et qui puisse bien conclure les actions et qui puisse profiter des passes de Piatti, qui puisse profiter des passes de Taider, de Silva, de Vargas et des autres. Et donc, c'est vrai que moi, je suis vraiment, je soutiens l'idée Diabaté. Alors, je sais pas si elle est possible, j'ai quelques doutes évidemment. Mais bon, si c'était possible, ça serait vraiment sympa. Et en plus de ça, brièvement, a dit, oui, c'est un international, mais il a sa carte verte, donc il ne compte pas comme une place internationale. Ce qui fait que la place internationale qu'on avait achetée pour Briand, mais qui est maintenant disponible, on aurait pu la mettre sur un autre joueur à un autre poste où on avait des besoins. Tu vois, hein? Et si on avait préparé des plans B, on aurait entamé des discussions depuis longtemps avec Portland, ça faisait longtemps qu'Adi voulait partir. Je dis ça, je dis rien. Ah, en effet. Alors, si en plus, Adi ne prend pas de spot, c'est vrai que
c'est une proposition encore plus séduisante. Enfin, c'était une proposition encore plus séduisante. En parlant de proposition séduisante, moi j'en ai une pour toi. C'est qu'on passe maintenant à un de mes moments préférés, le fameux coup de cœur, coup de griffe. Et donc, je vais commencer, si tu veux bien, avec mon coup de griffe. Ça change, d'habitude j'ai des coups de cœur. Donc, mon coup de griffe, c'est sur la difficulté de suivre la MLS en France, puisque la MLS, elle est diffusée évidemment à des horaires assez compliqués. Le dernier match était à 1h du matin de mémoire, mais en plus sur une chaîne confidentielle. Alors évidemment, pour la MLS, si elle veut se développer, si elle veut aussi changer l'image qu'elle a, une image grande partie faussée, il faut qu'on puisse la voir. Il faut que le plus grand nombre puisse la voir et que donc il faut quitte si elle doit être sur une chaîne gratuite. On a des chaînes gratuites de sport. Et je pense que la MLS devrait faire cet effort-là et pour que le plus grand nombre puisse voir les matchs. Et finalement, ça serait aussi à son avantage parce que ça pourrait aussi donner envie à certains joueurs d'y jouer. Et mon autre petit coup de griffe, c'est pour les nouvelles règles européennes qui ont une conséquence fâcheuse pour moi. C'est des règles pour la protection de la vie privée. C'est très important en Europe. En ce moment, on en parle beaucoup. C'est que je peux plus lire les articles ou voir les vidéos sur TVA Sport, entre autres. Et c'est vrai que moi, c'était une de mes sources d'information principales. Et je trouve ça particulièrement injuste puisque finalement, c'est un contenu qui est un contenu TVA Sport. Quand il s'agit de voir l'interview de Rémi Garde ou d'avoir quelques images de l'entraînement, eh bien, ça devrait pas poser la moindre difficulté légale. Maintenant, à toi, est-ce que tu as un coup de griffe ou un coup de cœur? J'allais juste dire qu'on allait envoyer ce podcast à TVA Sport pour faire du lobbying, mais voilà. Je voulais juste dire qu'on peut faire du donnant-donnant. Moi, par exemple, l'équipe du soir, quand je veux voir les émissions, les reprises vidéo sur le site, elles ne sont pas accessibles parce que je vis dans un autre continent et un autre pays. Je sais qu'il y a peut-être des moyens de contourner, mais ça serait bien que ce soit disponible aussi. Donc, on peut faire du donnant-donnant. Alors moi, je vais contourner la règle. Tu es allé avec 2 coups de griffe. Moi, j'ai un coup de cœur et un coup de griffe. Je revendique effectivement mon côté binational et aussi peut-être un côté Belmondo, flic ou voyou, une mi-temps dans chaque camp, quoi. Alors, donc, rapidement, moi, je vais commencer par le plus négatif, le coup de griffe. Moi, je le destine à tous ceux en France, entre autres, qui ont critiqué la VAR, qui étaient déjà anti-VAR de toute façon, puis qui attendaient le moindre prétexte pour sauter dessus. Pour moi, j'ai pas l'impression que la VAR ait fait tant de scandale que ça là durant la compétition. Moi, j'ai même vu passer des théories du complot les plus loufoques au sujet de la VAR. Par exemple, que la VAR avait été conçue pour écarter des pays plus que d'autres, alors que, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Moi, là, d'ailleurs, un de leurs arguments que je trouvais qui était très incohérent, c'est qu'on critiquait le fait que ce soit des arbitres qui prenaient des décisions humaines à partir de la VAR, alors qu'eux-mêmes critiquaient la VAR en pensant que c'était un robot qui remplaçait l'arbitre. Alors, je veux dire, il faudrait savoir ce que vous voulez. Est-ce que c'est un outil autonome qui passe par lui-même ou bien c'est l'arbitre garde le côté humain et là, vous le critiquez quand même? Alors, à un moment donné, je trouvais que ça faisait pas beaucoup de sens. Moi, mon opinion sur la VAR, c'est pas une position binaire. Il faut être pour, il faut être contre. Probablement à cause de ce qu'on a vécu ici en Amérique du Nord, là, avec les reprises vidéo, la façon dont les arbitres s'en servent dans différents sports, avec chacun leurs paramètres bien établis. Je pense que le foot, en tant même que sport le plus populaire du monde, a aussi le droit d'avoir l'utilisation de la reprise vidéo et de l'assistance vidéo, il faut bien le dire, comme outil pour aider les arbitres dans leur travail. Et c'est un outil perfectible, et j'en suis conscient. C'est ce que la Coupe du Monde nous a révélé. Et pourtant, moi, il y a 2 segments qui me prouvent que l'assistance vidéo peut avoir son utilité. Lors de la finale de la Coupe du Monde, lorsque Perisic touche le ballon de sa main, c'est grâce aux images vidéo qu'on peut le voir. Dans le feu de l'action, l'arbitre ne peut pas le voir. En regardant la reprise vidéo, l'arbitre peut décider si c'est une main intentionnelle ou non. À partir de là, c'est une interprétation, j'en conviens. Mais au moins, il a la possibilité de voir le geste. On avait eu cet exemple-là avec le coup de boule de Zidane en 2006. Ça avait été un usage un peu involontaire. Et on a un exemple aussi en MLS tout récemment. La reprise vidéo a permis à l'arbitre de déceler qu'un joueur avait giflé un autre joueur et avait commis un geste antisportif qu'il n'avait pas vu dans le feu de l'action. Carton rouge au joueur qui a fait le geste antisportif immédiatement après. Alors voilà, il y a une utilité avec des cas précis. Et j'ajouterais même pour conclure que
que la vidéo va peut-être même servir à évaluer le travail des arbitres et la connaissance des règlements. Parce que pour moi, il faut aussi corriger non seulement les règlements qui laissent place à l'interprétation, il y a des cas qu'on pourrait clarifier, mais on peut aussi évaluer le travail des arbitres, voir s'ils connaissent le règlement ou pas. Et ça, on s'en sert déjà ici dans les sports nord-américains. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne s'en serve pas pour évaluer le travail des arbitres. Et je pense que c'est un outil perfectible qui va permettre non pas d'améliorer la justice des décisions, mais plus la justesse des décisions. Avec une certaine probabilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0 sur 10 de décisions qui n'ont pas été rendues puis alors qu'elles auraient dû être rendues, on va en régler 4 sur 10, par exemple, ce qui est déjà un progrès. Moi, je le vois dans ce sens-là. C'est un outil il faut apprendre à apprivoiser, qu'il faut laisser le temps aux arbitres de s'adapter. Et je pense que les futurs arbitres, quand ils vont suivre leur formation, ils vont intégrer cette donnée-là. La technologie va s'améliorer aussi. On va établir des paramètres plus clairs. Et tant mieux, ça va aider à employer l'outil, même si ça réglera pas tout. Et on en est conscient. On en est conscient. Alors voilà, c'était ça mon coup de griffe. Et rapidement, mais mon coup de cœur, c'est de dire que le transfert du jeune de 17 ans, Alphonso Davies des Vancouver Whitecaps avec le Bayern de Munich, et ça suit une tendance actuellement en MLS, des jeunes joueurs qui partent en Europe. Ben moi, je trouve que c'est bon signe pour la MLS sur un plan positif, parce qu'autrefois, les probabilités que ça se produise étaient de 0 à 0. Maintenant, on a de plus en plus de jeunes joueurs de talent qui quittent la MLS pour évoluer en Europe. Évidemment, il y a une évolution, il va falloir suivre ça de près, mais je trouve que c'est un signe positif et on ne peut plus dire maintenant que la MLS est une ligue de pré-retraités venus d'Europe qui viennent jouer ici. Je pense que la MLS est maintenant davantage et beaucoup plus que ça. Et souligner qu'avec l'équipe canadienne, lors de la dernière Gold Cup, il avait très, très, très bien fait. Il avait montré de super belles aptitudes et ce transfert en Europe tombe à point nommé parce que à la Coupe du Monde 2026, Davis va probablement être dans l'équipe canadienne qui va jouer là. Imaginez tout le bagage qu'il va ramener avec l'équipe canadienne et rien que pour ça, ben je lui souhaite les meilleures chances au monde, d'autant plus qu'avec le Bayern de Munich, il va être entre bonnes mains, c'est une équipe très sérieuse et tant mieux justement pour la MLS quand des jeunes joueurs comme ça sont transférés et vont poursuivre leur carrière en Europe. Ça prouve que on va avoir de plus en plus de jeunes et de joueurs de talent qui vont être dans le circuit nord-américain puis qui vont poursuivre leur carrière au sein des plus grands clubs et du plus grand cru que vous avez chez vous sur le continent européen. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec tes 2 points. Moi aussi, je considère vraiment que la VAR, eh bien, c'est globalement une réussite et que, évidemment, ça va pas régler tous les problèmes parce que rien ne règle tous les problèmes. Il y aura encore des injustices, mais ça va en éviter certaines plutôt. Et donc, c'est pour ça, c'est très positif. Et voilà. Donc, moi, je considère aussi que elle a aussi montré son intérêt, ne serait-ce que pendant la finale. Avec cette fameuse main ou pas croate, l'arbitre est allé voir les images, il a pris son temps et avec les images, il a pris une décision éclairée. Alors on peut considérer que la décision est bonne ou pas. Finalement, moi, c'est pas tellement mon propos. Mon propos, c'est qu'il a vu les images et il a pris la décision la meilleure en fonction des images et pas seulement en fonction de ce qu'il avait plus ou moins vu, voire pas vu du tout. Pour Alphonso Davies, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi. L'image de la MLS, eh bien, elle peut changer grâce à des Alphonso Davies. Je pense que si le Bayern de Munich a choisi de le recruter, c'est pas seulement pour ses qualités sportives, mais c'est surtout pour ses qualités sportives. C'est un jeune garçon qui est plein d'avenir, plein de talent, qui a une expérience importante, surtout si on la compare à son âge. Et finalement, je pense vraiment que le Bayern va tout faire pour qu'il explose et qu'il a la capacité d'exploser. Surtout que je pense qu'il pourra grappiller quelques minutes dans la mesure où il joue à un poste où bien les titulaires sont 2 vieux joueurs, Ribéry et Robben. Et donc, je pense qu'il va pouvoir assez rapidement bien montrer ce qu'il vaut et pouvoir surtout montrer que bien c'est un garçon de valeur et qu'il est plein de qualités. En parlant de qualité, et en parlant de qualité, oui, bien, la qualité, c'est aussi de savoir finir. Hélas, notre podcast est fini. Sur la ligne se referme. Je voudrais vraiment te remercier, Mathieu. C'était super agréable de t'avoir sur la ligne. C'était très intéressant. Bien sûr, je vous conseille d'écouter et de réécouter les podcasts de Mathieu, qui s'appellent, comme vous le savez tous, MLS Africa Plus, et est disponible sur la plateforme du CanFC. Je remercie dans la même ordre d'idée le CanFC d'accueillir mon podcast. Abonnez-vous aux différents podcasts qui sont différents
toujours intéressants et toujours pertinents, et qui sont disponibles sur les plateformes Cannes Football Club+. Abonnez-vous aussi au compte Twitter du Cannes Football Club, à commercial Cannes Foot Club. Vous aurez toutes les informations. On vous en informera de la sortie des podcasts et aussi de différentes actualités sur le soccer, sur l'impact en particulier, mais pas que. Vous pouvez aussi évidemment me poser des questions. Je vous le demande, je vous y engage. Commercial MRFOOT DEFOOT. Bien sûr, abonnez-vous aussi à celui de Mathieu si ce n'est déjà fait. À commercial Matt Lemay. Posez-lui aussi des questions, interagissez avec lui, c'est la certitude d'avoir un avis étayé. Je salue et j'embrasse mon fils Adrien, qui est mon plus grand et mon meilleur fan. Merci infiniment pour l'invitation. On remet ça, je l'espère, très bientôt. Et merci également à tous ceux qui nous écoutent là, du Cannes Football Club et ailleurs. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir partager du contenu foot avec vous. Merci Mathieu, à bientôt. Merci, à bientôt.